Le Donbass toujours sous le feu des bombardements russes. Volodymyr Zelensky réitère ses demandes d'armes aux Occidentaux et exhorte son peuple à tenir bon. Un revers pour le gouvernement britannique, contraint d'annuler son premier vol d'expulsion de migrants vers le Rwanda après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est dans les souterrains de cette grande usine chimique de Severodonetsk que plus de 500 civils sont actuellement retranchés. La Russie, qui bombarde sans relâche la ville depuis plusieurs semaines, a proposé qu'un couloir humanitaire soit mis en place ce mercredi. Les forces ukrainiennes continuent de résister aux attaques russes dans le Donbass, mais pour combien de temps ? Mardi, le président Volodymyr Zelensky a réitéré ses demandes d'armes supplémentaires aux Occidentaux et exhorté son peuple à tenir bon. Nous avons malheureusement des pertes et elles sont douloureuses, a-t-il déclaré. Mais nous devons nous accrocher. Tenir bon dans le Donbass est crucial. Plus l'ennemi subit des pertes, moins il aura de force pour continuer son agression. Le Donbass est la clé pour décider de qui dominera dans les semaines à venir. À Lysychansk, ville jumelle de Severodonetsk, les habitants qui ont décidé de rester tentent de survivre sans eau ni électricité. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont visés. Il n'y a que des civils ici, il n'y a personne d'autre, dit Evgenia. Il n'y a pas de soldats, affirme Maxime. Pourquoi est-ce qu'ils nous bombardent? Qu'est-ce qu'ils visent? Le Donbass est ravagé par une guerre qui pourrait encore durer. Livraison d'armes à l'Ukraine et renforcement de la frontière orientale de l'OTAN au centre des débats ce mardi à La Haye, où le secrétaire général de l'Alliance s'est entretenu avec le Premier ministre néerlandais et plusieurs autres dirigeants européens. Des thèmes qui seront également abordés lors de 2 réunions ce mercredi à Bruxelles, celle des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN et celle du groupe de contact pour l'Ukraine créé par le secrétaire américain à la Défense. Nous avons discuté de la nécessité d'une présence plus solide et prête au combat, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Le niveau de préparation doit être encore plus élevé. Nous devons être plus équipés. Nous devons également investir pour notre défense et renforcer le financement commun de l'OTAN. Le Premier ministre polonais a quant à lui évoqué le soutien à l'Ukraine. Je vous demande de faire beaucoup plus pour livrer des armes, de l'artillerie à l'Ukraine, a insisté Mateusz Morawiecki. Ils en ont besoin pour défendre leur pays, pour défendre leur intégrité territoriale et leur souveraineté. Où est notre crédibilité si l'Ukraine échoue? Pouvons-nous imaginer que l'Ukraine échoue et que nous revenions au statu quo? J'espère que non. De son côté, le président français Emmanuel Macron est venu manifester son soutien aux 500 soldats français déployés en Roumanie depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Il se rend ce mercredi en Moldavie. La guerre en Ukraine est dans les esprits et dans les discours de tous les dirigeants européens. Lors de sa première visite officielle dans les territoires palestiniens et en Israël, la présidente de la Commission européenne a annoncé le déblocage de plus de 200 millions d'euros de fonds européens destinés à venir en aide aux Palestiniens. Bruxelles ajoutera une enveloppe de 25 millions d'euros pour renforcer la sécurité alimentaire. L'agression russe a un impact dévastateur sur les prix des denrées alimentaires et sur l'approvisionnement en énergie. La Palestine est en effet dépendante des importations de céréales ukrainiennes, comme de nombreux autres pays vulnérables dans le monde. En visite aussi en Israël, le Premier ministre italien Mario Draghi, soucieux de réduire la dépendance au gaz russe, a plaidé pour une coopération gazière bilatérale. Mais le dirigeant italien n'a pas donné de détails sur la route que pourrait emprunter le gaz israélien pour rejoindre Rome. Sur le plan énergétique, nous travaillons ensemble pour l'exploitation des ressources gazières en Méditerranée orientale et au développement des énergies renouvelables. Nous voulons réduire notre dépendance au gaz russe et accélérer la transition énergétique pour atteindre les objectifs climatiques que nous nous sommes fixés.
Découvert en 2010 au large d'Israël, le gisement gazier offshore Léviathan est l'un des plus grands au monde. Avec plus de 500 milliards de mètres cubes de gaz naturel, Israël pourrait être une des alternatives au gaz russe. La première ministre écossaise envisage d'organiser un nouveau référendum d'indépendance dès l'année prochaine. La Sturgeon a dévoilé le premier d'une série de livres blancs justifiant selon elle la rupture avec le Royaume-Uni et elle estime avoir la légitimité démocratique pour organiser une telle consultation publique à laquelle Londres s'oppose. Il y a un peu plus d'un an, j'ai été réélu Première ministre sur la base d'un engagement clair de donner au peuple écossais le choix de devenir un pays indépendant. Le peuple écossais a élu un parlement avec une majorité décisive en faveur de l'indépendance. Il dispose donc d'un mandat démocratique indiscutable. Pour justifier ce référendum d'indépendance, Nicola Sturgeon pointe en particulier les ravages du Brexit sur l'économie écossaise, désormais coupée du marché unique européen. Un Brexit auquel une majorité d'Écossais s'était opposée en 2016. Mais 2 ans plus tôt, en 2014, ils avaient également été plus de 55% à rejeter un premier référendum d'autodétermination pour l'Écosse. Depuis, la donne a changé et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait avoir convaincu les Écossais de prendre leur distance avec Londres. C'est un cuisant revers pour le gouvernement britannique. L'avion spécialement affrété pour expulser des migrants vers le Rwanda est resté cloué au sol hier soir, faute de passagers. Le vol a été annulé suite à une mesure d'urgence prise par la Cour européenne des droits de l'homme. À l'origine, les autorités comptaient expulser jusqu'à 130 migrants vers le Rwanda, de différentes nationalités, iraniens, irakiens, albanais ou syriens. Mais les associations de soutien aux réfugiés ont déposé divers recours en justice et à la veille du départ, il n'était plus que 7 à pouvoir être expulsés. Ces derniers jours, Londres avait martelé sa détermination à mener à bien son projet controversé, issu d'un accord de partenariat signé entre Londres et Kigali. Le Premier ministre conservateur Boris Johnson, tout comme les autorités rwandaises, affirment agir dans l'intérêt des migrants pour sauver des vies en freinant les traversées illégales dans la Manche. Soutenu par l'électorat conservateur, le projet s'est attiré de virulentes critiques de toutes parts, depuis l'ONU jusqu'au prince Charles. Dans une lettre publique, les chefs de l'église anglicane ont dénoncé une politique immorale qui couvre le Royaume-Uni de honte. Un accord historique sur la parité dans le foot espagnol. Les joueuses de l'équipe nationale percevront dorénavant les mêmes primes que leurs homologues masculins, annoncé ce mardi la Fédération espagnole de football. L'accord s'étend sur les 5 prochaines années. Il porte également sur les déplacements, l'alimentation et l'hébergement des joueuses lors des compétitions. Là aussi, les conditions seront les mêmes que celles accordées aux hommes. Au château de Rouillac, dans le Bordelais, le percheron Titan est la vedette du domaine viticole. Il est devenu un acteur indispensable dans les vignes. Ses propriétaires sont des adeptes de la traction équine. Le cheval devient un moyen d'entretenir les sols en essayant d'en préserver la qualité et la vie, avec moins d'herbicides et moins de tassements. On a fait des petits calculs et aujourd'hui, avec près de 60% des chevaux de trait sur le domaine, on a réduit de 15% de nos émissions sur notre bilan carbone par rapport au tracteur. Regarde. Le cheval, donc, à la place du tracteur. Mais ça ne s'invente pas de mener un animal pareil. Rendez-vous donc à l'école du cheval vigneron en Gironde, au cœur des grands crus. Audrey et Raphaël s'entraînent à diriger les chevaux, Hector et Barbara. Le plus dur dans l'initiation, c'est de coordonner tous les gestes, en fait, de penser à tout, de penser au cheval, de penser à sa position, de penser à l'outil, faire attention à ce que le cheval ne se blesse pas. Le cheval travaille plus lentement que le tracteur, mais avec plus de précision. Il est éduqué à s'arrêter à la moindre résistance et n'arrache pas les pieds de vigne. De plus en plus de domaines viticoles souhaitent ou songent à réintroduire le cheval dans la vigne parce que le cheval s'avère une vraie alternative aux énergies fossiles. Les chevaux vont par exemple aller plus facilement sur des terrains inaccessibles aux tracteurs. Ils vont moins tasser les sols et il y a moins de nuisances sonores. Donc c'est une alternative ou complémentaire au tracteur. Et c'est dans cet objectif que l'école a été créée, donc en 2019. Et l'année dernière, en 2021, on a formé 40 personnes.
Au moins 300 exploitants viticoles utiliseraient en France la traction équine. Allez, hop.